Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour défendre une vision moderne, mais néanmoins raisonnable et réaliste de la société française. Les lois de bioéthique sont des lois complexes qui appellent à la prudence et à une profonde réflexion sur notre société, sur nos modes de vie et le devenir de l'humanité. J'aborde donc les débats à venir, certes avec mes convictions, mais aussi avec une grande modestie et dans le respect de chacun. Le texte qui nous est présenté aborde de nombreux sujets ô combien importants pour définir le cadre social, sociétal et médical qu'il convient d'adopter pour la France. Il y a d'abord la question, certainement la plus sensible politiquement, l'extension de la procréation médicalement assistée, PMA, aux couples de femmes et aux femmes seules. Ensuite, il sera question de différents types d'interventions techniques sur le corps humain, soulevant des questions éthiques. Autoconservation des gamètes, don d'organes, recherche sur les cellules souches embryonnaires notamment. Enfin, il sera question de définir les règles pour une recherche responsable en lien avec la médecine génomique. En tant que socialiste, je me dois néanmoins de commencer mon intervention par un hommage sincère au gouvernement précédent et à la majorité précédente pour avoir eu le courage d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. J'ai une pensée spéciale pour Madame Christiane Taubira, à qui ce pays doit beaucoup. Sans ce travail préalable et cette réforme du mariage ouvert aux couples de même sexe, la loi de bioéthique que nous allons examiner cette semaine serait anecdotique. Alors oui, je veux remercier tous ceux qui, à l'époque, ont tenu bon et ont permis une avancée sociétale majeure en permettant aux couples de même sexe de se marier. Aujourd'hui, il est question de PMA, et plus particulièrement de son extension aux couples de femmes et aux femmes seules. Les problématiques qui nous sont posées sont les suivantes. D'une part, faut-il ou non accompagner sur le plan médical les femmes célibataires qui veulent avoir un enfant toutes seules en leur permettant d'accepter, comme les couples hétérosexuels non fertiles, aux techniques de procréation médicalement assistée. D'autre part, faut-il permettre aux couples de femmes d'être accompagnés d'un point de vue médical afin d'avoir recours à la PMA, comme c'est le cas pour les couples hétérosexuels. Concernant les femmes seules, les opposants estiment que l'absence de père serait un problème pour constituer une famille et pour le développement de l'enfant. Or, cela serait oublier qu'un quart des familles de notre pays sont aujourd'hui des familles monoparentales, selon les données de l'INSEE. À ce sujet, le Comité consultatif national d'éthique s'est positionné en faveur de l'ouverture de la PMA aux femmes seules, au nom de la demande des femmes et la reconnaissance de leur autonomie, l'absence de violence liée à la technique elle-même et la relation à l'enfant dans les nouvelles structures familiales. En l'espèce, je crois qu'il faut regarder les choses en face et écouter les familles. L'absence de père, contrairement aux idées reçues, fait l'objet chez les familles monoparentales d'une attention particulière qui les amène à s'entourer de présences masculines qui peuvent jouer ce rôle de tiers et offrir des images des phénomènes d'identification. Il n'y a donc, à mon sens, pas de danger pour le développement des enfants. L'absence d'altérité au sein d'un couple ou dans les familles monoparentales ne pose donc pas problème intrinsèquement. C'est lorsque la société renvoie une image négative de cela qu'il y a potentiellement les conséquences néfastes pour les enfants. D'où notre intérêt de normaliser la forme de famille parentale, quel que soit le mode de conception des enfants. Concernant enfin l'accès à la PMA pour les couples de femmes, il s'agit selon moi de mettre fin à une discrimination en fonction de l'orientation sexuelle. Jusqu'ici, les couples hétérosexuels avaient droit de recourir à la PMA. Il était donc urgent d'ouvrir la PMA aux couples de femmes pour mettre fin à cette injustice. Enfin, puisque le mariage est ouvert à tous les couples, la PMA doit logiquement s'étendre aux couples de femmes qui souhaitent procréer, faute de quoi on évoluerait dans un système sociétal incohérent et inique. Il est donc clair, à mon avis, que nous avançons dans le bon sens en ouvrant les PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, et je soutiendrai cette réforme, ainsi que la prise en charge financière des actes de PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires, selon les modalités de prise en charge prévues pour les couples hétérosexuels. Un dernier point concernant la PMA et plus particulièrement la PMA post-mortem.
Je pense qu'il faut ici s'attacher à lever l'interdit sur le transfert d'embryons et l'insémination post-mortem avec les gamètes du mari prélevés avant son décès. En effet, il me semble paradoxal et injuste qu'une femme seule puisse avoir accès à la PMA avec un tiers donneur et qu'une femme qui avait un projet de PMA avec son époux, et c'est bien le projet qui est important, d'un époux décédé, se voit interdite d'accès à la PMA. Il faut être attentif à l'intention du couple et au consentement. Or, le décès d'un époux ne change en rien son consentement ou son intention. C'est la situation qui change, le contexte, pas la volonté ni le choix. Il est par ailleurs brutal de priver une femme d'un enfant après que la vie l'ait déjà privée d'un époux. Néanmoins, l'ouverture de la PMA post-mortem doit s'assortir évidemment d'un accompagnement médical et psychologique. En matière de filiation maintenant, j'estime que l'inscription dans l'acte de naissance des enfants de couples de femmes de la mention de la reconnaissance conjointe de filiation est de nature à constituer une nouvelle discrimination entre les couples selon qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels et entre les enfants issus d'une PMA. Cette discrimination doit être écartée lors de l'examen de ce texte, faute de quoi cette loi porterait en elle une injustice majeure. Sur l'autoconservation des ovocytes, je suis favorable à ce que l'on autorise l'autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes, car nous entrons dans la vie active de plus en plus tard, et cela retarde bien souvent les possibilités de procréation des couples. Aussi, il était important d'interdire à toute entreprise la prise en charge des frais de conservation des gamètes, comme le font certaines entreprises américaines, pour retarder les maternités de leurs employés. En cela, la commission spéciale doit être félicitée. Enfin, au sujet de l'interruption volontaire d'une grossesse pour raison médicale, je voulais souligner mon opposition à toute clause de conscience spécifique relative à l'IVG, venant se superposer à la clause de conscience générale. Cela a fait l'objet de la part de mon groupe de nombreux amendements lors de l'examen de la loi santé et d'une proposition de loi au Sénat. Nous sommes favorables à la suppression de la clause de conscience spécifique permettant aux médecins de refuser de pratiquer une IVG. Je rappelle qu'une clause de conscience générale permet déjà aux médecins de refuser tout type d'actes médicaux. Elle est suffisante, nul besoin de stigmatiser l'IVG. Ainsi, j'aborde l'examen de cette loi avec bienveillance, mais motivé par le besoin de supprimer toute discrimination lorsqu'elles existent, et de voir notre société évoluer paisiblement vers des techniques médicales éthiques et au service des hommes et des femmes de ce pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.